Bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. Voici plus en détail les titres des sessions disponibles dans le plan de formation du GIAF 1.1. This presentation is part of the in-depth blended learning sessions and focuses on aggregation and PIN. Et maintenant, commençons à explorer le GIAF. Concrètement, l'approche GIAF se compose de 3 éléments: un concept, une méthodologie et un processus. Le concept est que l'analyse est intersectorielle, par opposition à multisectorielle, avec des populations touchées comme point de départ. La méthodologie s'articule autour de 3 éléments. D'abord, un cadre analytique ou conceptuel, puis des indicateurs avec des seuils de sévérité, et troisièmement, des méthodes d'agrégation pour chacun des 2 scénarios en fonction des données disponibles dans chaque pays. L'agrégation conduira ensuite au calcul des personnes dans le besoin. Enfin, en termes de processus, nous verrons qu'il est assez similaire au processus du HNO, avec lequel la plupart des équipes au niveau des pays sont déjà familières. Regardons maintenant un peu plus en détail la méthodologie, qui est composée de 3 éléments. Tout d'abord, nous verrons le cadre analytique. Ensuite, nous regarderons la sévérité avec les indicateurs et enfin, nous examinerons les méthodes d'agrégation. Commençons par le cadre ou le framework. Le GIAF est construit autour de 5 piliers principaux, chacun contenant des sous-piliers. Cela permet d'organiser l'information, de visualiser les relations et d'apporter une structure cohérente à l'analyse. En termes simples, le GIAF devrait aider à raconter l'histoire de la façon dont une population a été affectée par un choc ou un stress d'une manière cohérente et complète. La sévérité du pilier des conditions humanitaires est agrégée à l'aide de ces indicateurs, répartie dans la population aux unités d'analyse et au niveau de la crise. La sévérité est seuillée pour établir un PIN intersectoriel. Faire un PIN par sous-pilier n'est ni recommandé ni approuvé en raison de la nature interdépendante des sous-piliers. Les 123 indicateurs sont compilés dans ce qu'on appelle le tableau de référence des indicateurs du GIAF. Il s'agit d'une feuille de calcul Google en direct et le lien est disponible soit dans le document GIAF 1.1 sur le site web ou à la fin de cette présentation. Comme mentionné, les Global Clusters ont élaboré ces indicateurs. Pour chaque indicateur, l'information est la suivante: le secteur, le sous-secteur, dans quel pilier et sous-pilier il s'inscrit, et le nom de l'indicateur. Ensuite, vous avez les informations sur la technique de collecte de données associée à cet indicateur, le cas échéant ici l'enquête au niveau du ménage, ainsi que la source recommandée. Ensuite, les Global Clusters ont indiqué le seuil et le plafond pour chaque classe de sévérité relative à cet indicateur. Une fois que les données ont été recueillies pour informer les indicateurs, il est temps d'agréger toutes les informations et de commencer à estimer le nombre de personnes dans le besoin. 2 scénarios, appelés scénario A et scénario B, ont été mis au point pour appuyer l'agrégation des indicateurs dans le pilier des conditions humanitaires afin d'obtenir les calculs initiaux estimés du PIN GIAF. Les scénarios sont déterminés en fonction de la disponibilité des données des indicateurs, en particulier de la question de savoir si les données sont disponibles au niveau des ménages et ou de la zone. Le scénario A est plus facile à mettre en œuvre et permet une ventilation complète de la population par classe de sévérité, ce qui n'est malheureusement pas possible pour le scénario de données B.
Toutefois, le scénario A ne doit pas être poussé et aucune donnée ne doit être ignorée. Si vous avez plusieurs sources de données et que les indicateurs ne sont pas liés, vous devez utiliser le scénario B. En outre, les secteurs peuvent choisir de recommander une source de données non MSNA et cela ne devrait pas encourager les MSNA. Je vous incite à voir les orientations sous le chapitre 2.2.4 de la guidance du GIAF. Et je cite: si un indicateur spécifique au niveau des ménages GIAF a plusieurs sources, par exemple MSNA et évaluation sectorielle, le secteur concerné devrait être en mesure de décider quelle source devrait être utilisée pour cet indicateur, sur base de la fiabilité, etc. Fin de citation. Comme nous l'avons mentionné dans les diapositives précédentes, le scénario A n'est pas supérieur, et nous n'essayons pas de faire pression pour l'adoption d'un scénario A. En fait, les deux scénarios ont leurs propres caractéristiques, et l'utilisation d'un scénario est en fait assez indépendante de votre propre préférence. Ça dépend surtout de la disponibilité des données. Ainsi, par exemple, le scénario A devrait être utilisé lorsque les données au niveau des ménages sont disponibles pour tous les indicateurs GIAF sélectionnés et contenus dans une seule base de données et que les informations pertinentes au niveau de la zone peuvent être facilement reliées à cette base de données. Pour le scénario B, il n'y a pas d'exigence spécifique. Les données pour certains indicateurs du GIAF ne sont pas contenues dans une base de données unique au niveau des ménages, mais plutôt dans un ou plusieurs datasets au niveau de la zone ou dans un ou plusieurs datasets au niveau des ménages. Ça signifie que même si un dataset MSNA était disponible, si d'autres données doivent y être incluses pour l'analyse, y compris des datasets au niveau ménage, alors le scénario B s'appliquerait. Maintenant, en termes d'output. Alors que les deux scénarios vous permettent d'obtenir un PIN intersectoriel préliminaire, le scénario A peut vous donner une ventilation initiale de la population par phase de sévérité, alors que le scénario B n'est pas aussi précis. Le scénario B permet d'obtenir des estimations minimales ou maximales. En outre, il n'est pas possible d'obtenir une ventilation de la population par sévérité, seulement une estimation de la classe de sévérité par zone. Les deux scénarios ont des avantages. Le scénario A est plus facile à mettre en œuvre et permet une estimation initiale plus précise du PIN, ainsi qu'une ventilation complète de la population par phase de sévérité. Un point crucial est que sont les indicateurs liés, ou linked indicator, c'est-à-dire la possibilité d'identifier les ménages confrontés à des besoins dans plus d'une dimension ou indicateur simultanément, et aussi qui permettent d'approfondir l'analyse plus en détail pour comprendre quels secteurs peuvent être à l'origine des besoins humanitaires dans une crise. Cette valeur ajoutée du scénario A a été très peu explorée jusqu'à présent, et nous espérons que la mise en œuvre du HPC 2022 nous fournira plus d'exemples. L'avantage du scénario B est qu'il permet d'utiliser une variété d'évaluations et d'informations à la fois au niveau des ménages et des zones, d'où la triangulation des résultats. En outre, en intégrant plusieurs datasets, le scénario B laisse plus de place à l'intégration du jugement et de l'analyse d'experts sectoriels qui ont un rôle essentiel à jouer dans le GIAF. Et maintenant, en termes d'inconvénients. Le scénario A en présente plusieurs. Tout d'abord, la triangulation est une triangulation limitée, car il est difficile d'incorporer des informations supplémentaires au niveau de la zone dans le dataset sur les ménages. Deuxièmement, et c'est peut-être là le plus problématique, c'est que si l'on ne s'appuie que sur une seule évaluation au niveau ménage, par exemple une MSNA, alors le scénario A peut conduire à une analyse quantitative faible ou limitée qui ne correspond pas à la réalité de la situation sur le terrain. En effet, les MSNA exigent souvent que les secteurs ne soumettent que un ou deux ou quelques indicateurs par secteur en raison des restrictions opérationnelles ou de la capacité sur le terrain ou du temps et d'autres limitations qui se produisent lorsque vous menez des enquêtes auprès des ménages dans des environnements d'urgence. Le troisième inconvénient est lorsqu'il y a des données concomitantes.
Par exemple, lorsque les secteurs peuvent s'appuyer sur une évaluation sectorielle pour estimer leur propre PIN sectoriel. Différentes sources de données pourraient potentiellement entraîner un écart entre le PIN intersectoriel qui est calculé à l'aide de l'évaluation MSNA et le PIN sectoriel qui serait calculé à l'aide de l'évaluation sectorielle. Le quatrième inconvénient est que la collecte de données au niveau ménage ne convient malheureusement pas à tous les indicateurs. Un exemple est celui des indicateurs de santé, qui sont parfois mieux collectés au niveau de la zone. Enfin, dans le contexte actuel de la Covid, le scénario de données A pourrait ne pas être faisable si la collecte de données au niveau des ménages n'est pas autorisée ou n'est pas possible. Le scénario B a aussi des inconvénients, malheureusement. Même 4 principaux inconvénients. Le premier est que les étapes d'agrégation sont plus difficiles à mettre en œuvre et qu'elles ne permettent pas une ventilation complète de la population par phase de sévérité. Le jugement d'un expert est nécessaire comme étape suivante. Et ça, c'est problématique, car l'inconvénient numéro 2 est que sans l'étape du expert judgment, il y a un réel risque de sous-estimation du PIN, car les résultats sont présentés comme, entre guillemets, population minimale dans cette phase de sévérité ou supérieure en appliquant une règle de 25% de la population. Malheureusement, il existe également un manque de directives claires sur le jugement des experts qui, nous espérons, sera développé pour le GIAF 2.0. Enfin, le dernier gros inconvénient est que les indicateurs ne sont pas liés, ils sont unlinked, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'identifier les ménages confrontés à des besoins dans plus d'un secteur ou cluster simultanément, et donc nous ne pouvons pas évaluer le chevauchement entre les besoins sectoriels. En un mot, A et B ont des avantages et des inconvénients. Le GIAG a développé différents protocoles pour mettre en œuvre les deux scénarios. Et nous allons maintenant commencer à explorer le scénario A. Avant de commencer le processus d'agrégation, l'étape 0 consiste à obtenir les datasets au niveau du ménage et de la zone pour tous les indicateurs inclus dans le GIAF du pays. Une fois que vous avez les datasets, la première étape consiste alors à les préparer. J'expliquerai un petit peu plus tard ce que nous entendons par préparer les datasets. La deuxième étape consiste à réconcilier les indicateurs au niveau des ménages et de la zone. La troisième étape consiste à rassembler tous les indicateurs au sein du pilier de la condition humanitaire, puis à regarder les indicateurs critiques pour voir si l'un d'entre eux a des valeurs supérieures à la classification de la phase de sévérité calculée par le GIAF. À partir de là, vous estimez le pourcentage de ménages relevant de chaque phase de sévérité et vous pouvez dériver le nombre de ménages ou de personnes relevant de chaque phase de sévérité. À ce stade, vous avez déjà votre PIN intersectoriel initial, mais il est recommandé que le tableau final des résultats indique toutes les zones et tous les groupes qui reçoivent actuellement de l'aide pour s'assurer que la phase de sévérité actuelle est comprise comme dépendant des niveaux d'aide. La dernière étape consiste à examiner, interpréter et ajuster ces estimations dans le cadre du processus d'analyse conjointe. En d'autres termes, c'est la fin du processus d'agrégation automatisé, mais pas de la fin de l'analyse. On pourrait même dire que c'est le début. Mais revenons à nos méthodes d'agrégation et commençons par l'étape 1. Étape 0 en fait. L'étape 0 consiste à obtenir les datasets sur les ménages et au niveau de la zone pour tous les indicateurs inclus dans le GIAF de votre pays. Ici, ce que vous ferez est de préparer et de nettoyer les datasets, soit en utilisant un plan de nettoyage des données si vous en avez déjà un, et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser quelque chose de similaire au Quartz Guide to Byte Data, qui est à mon avis un bon point de départ. Ça vous donnera une approche structurée pour nettoyer vos datasets. À ce stade, vous devez également supprimer toute information au sujet des ménages qui pourrait permettre l'identification des personnes interrogées de manière à assurer un traitement approprié des données. La recommandation finale est que, une fois qu'ils ont été anonymisés,
chacun des datasets originaux doit être téléchargé sur la plateforme d'échange de données humanitaires, HDX, à des fins de transparence et pour assurer la reproducibilité des résultats. Une fois que vous avez obtenu, nettoyé et anonymisé vos datasets, l'étape suivante consiste à les préparer. Chaque valeur d'indicateur doit être recodée pour représenter uniquement le score de sévérité, donc de 1 à 5, dans chacun des deux datasets. Deux datasets, un ménage et un zone, bien sûr. Un champ géographique commun devrait être disponible pour chaque indicateur afin de faciliter la fusion des datasets au niveau des ménages et des datasets au niveau des zones. Nous vous recommandons fortement d'utiliser les P-codes et de contacter le IM Working Group pour vous assurer que vous utilisez les derniers CODs ou codes, Common Operational Datasets. L'étape suivante consiste à réconcilier les indicateurs au niveau des ménages et des zones en un seul dataset. La façon de procéder consiste à ajouter tous les indicateurs au niveau de la zone dans le dataset au niveau des ménages. Il en résulte un gigantesque dataset au niveau des ménages, comprenant toutes les données avec des indicateurs au niveau des ménages et des zones qui sont liés pour chaque ménage. Étant donné que plusieurs ménages peuvent avoir été interrogés dans une même zone géographique, la même valeur de l'indicateur au niveau de la zone sera répétée pour tous les ménages interrogés de la zone, comme le montre l'exemple du tableau ici. Vous pouvez voir que pour la colonne la plus à droite, nous avons un indicateur au niveau de la zone, qui est la couverture DTC3 chez les enfants de moins de 1 an. Pour le district A, la couverture de DTC3 est recodée pour montrer la sévérité 1. Cette sévérité 1 sera appliquée à tous les ménages qui ont été interviewés dans le district A. Dans ce tableau simplifié, ça veut dire ménage 77 et ménage 78. Maintenant, je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble si vous utilisez l'outil d'agrégation pour le scénario A. Ceci est une capture d'écran de l'étape 2 de l'outil d'agrégation. Donc pour la réconciliation des indicateurs au niveau du ménage et de la zone dans un jeu de données. Ici, vous pouvez voir les différents indicateurs. Les indicateurs en jaune montrent les indicateurs de magnitude et donc l'application de cette sévérité à l'ensemble du district A. Et maintenant, passons à l'étape 3 qui consiste à agréger tous les indicateurs au sein du pilier de la condition humanitaire. La méthode d'agrégation recommandée est la moyenne de max 50% des indicateurs, s'il y a plus de 4 indicateurs, ce qui est le scénario le plus probable. Simplement la moyenne s'il y a 4 indicateurs ou moins. Pour chaque ménage, la moyenne de max 50% renvoie la moyenne des indicateurs de la zone et du ménage qui ont les scores les plus élevés en se concentrant uniquement sur les 50% d'indicateurs qui ont les scores les plus élevés. Après avoir exploré les méthodes d'agrégation, il a été conclu que la moyenne arithmétique et géométrique, les sommes médianes et pondérées, etc., souffrent d'une tendance centrale, ce qui signifie que les scores de sévérité globaux sont tirés vers le bas. Et ce, d'autant plus qu'il y a d'indicateurs qui sont inclus dans le modèle. Ainsi, en réalité, un ménage peut alors avoir des résultats de besoins très graves sur certains indicateurs, mais ne sera pas identifié comme étant sévèrement dans le besoin s'il se trouve avoir de faibles scores de sévérité sur certains indicateurs. La probabilité que cela se produise augmente avec le nombre d'indicateurs qui sont intégrés au modèle. Nous avons constaté qu'il est possible d'éviter ceci en appliquant la moyenne ou médiane et en utilisant uniquement les indicateurs les plus sévères dans chaque ménage. Tant qu'une échelle absolue a été utilisée pour tous les indicateurs, cela devrait donner une estimation précise de la sévérité globale à laquelle le ménage est confronté. Pour plus d'informations sur la recherche et les méthodes d'agrégation, je vais mettre le document de référence à la fin de cette présentation. Dernière chose, je voudrais attirer votre attention sur le fait que peut-être vous auriez remarqué dans le tableau ici
les scores de sévérité sont arrondis. Par exemple, si vous regardez la dernière ligne, pour le ménage 79, nous avons 4 indicateurs pour lesquels la sévérité est de 2, 4, 2, 5. Puisque ce ne sont que 4 indicateurs, je vais juste prendre la moyenne de ces 4, qui est de 3,25. Mais 3,25, ce n'est pas une phase, c'est un chiffre qui tombe dans la phase 3. Donc, tout ce qui se trouve entre 3,00 et 3,99 sera arrondi en tant que phase 3. Et maintenant, regardons ce à quoi ça ressemble en utilisant l'outil d'agrégation pour le scénario A. J'ai ajouté les colonnes en bleu à la capture d'écran que nous avons vue plus tôt pour me concentrer maintenant sur l'étape 3, donc qui est d'agréger les scores de sévérité pour tous les indicateurs, pour tous les ménages. Vous pouvez voir sur la gauche, en blanc et jaune, les 13 indicateurs de cet exemple. Puis, 6 indicateurs qui sont colorés en bleu et qui correspondent aux 50% d'indicateurs les plus élevés parmi les 13 indicateurs du tableau. Je récapitule, nous avons commencé avec 13 indicateurs et nous n'en avons gardé que la moitié, donc 6, les 50% les plus sévères. La colonne en noir, complètement à droite de l'écran, renvoie la moyenne de 50% de l'indicateur et donne la phase de sévérité pour ce ménage. Prenons un exemple, la ligne 2. Nous avons la sévérité 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Donc nous avons 13 valeurs et nous allons retenir les 6 les plus élevées qui sont celles qui sont sur le côté droit dans les colonnes jaunes et qui ont les valeurs suivantes 2, 2, 2, 2, 1, 1. Maintenant, nous calculons la moyenne et le résultat est 2. Et c'est ce résultat qui est entré dans la colonne noire. Maintenant que vous avez une phase de sévérité pour chaque ménage, la phase suivante consiste à vérifier s'il y a un indicateur critique qui a un score de sévérité qui est supérieur à la classification de sévérité calculée. Si c'est le cas, vous pouvez remplacer le score des conditions humanitaires par celui de l'indicateur critique. Par exemple, pour le ménage 77, qui appartient au groupe des personnes déplacées, la phase calculée du GIAF est de 3. Alors, on a un indicateur critique qui a été identifié par l'équipe GIAF plus tôt dans le processus, qui est unité de logement sûr et sain. Pour cet indicateur, la sévérité du ménage 77 est de 4. Donc, ce que vous faites ensuite, c'est de remplacer la sévérité calculée du GIAF, qui est de 3, avec la phase de l'indicateur critique qui est 4. Et vous entrez cela dans une nouvelle colonne. Vous pouvez voir cette nouvelle colonne tout à fait à droite qui est intitulée phase de sévérité GIAF révisée. La phase de sévérité pour ce ménage 77 est donc maintenant de 4. Ce override ou remplacement est expliqué plus en détail dans la session sur les indicateurs et la sévérité, mais au fin de cette présentation, sachez simplement que les indicateurs critiques ont été identifiés plus tôt dans le processus GIAF. Vous pouvez regarder la section 2.1.6 de la guidance GIAF 1.1. Et il s'agit d'indicateurs qui signifient une situation particulièrement préoccupante et potentiellement mortelle et qui devraient donc l'emporter sur le score calculé pour éviter que certains besoins graves ne soient cachés par les autres indicateurs dans l'agrégation. Voilà, alors vous êtes maintenant familier avec ce modèle. Vous pouvez voir que sur les côtés gauche, vous avez l'étape 2 qui est conciliée des indicateurs ménage et zone. Au milieu, vous avez l'illustration de l'étape 3 qui est d'agréger les scores de sévérité pour tous les indicateurs. Et je mets maintenant en avant l'étape 4 qui est donc de vérifier si un score de sévérité d'un indicateur critique est supérieur au score final calculé pour les conditions humanitaires. Vous devez comparer les résultats du score de sévérité agrégé dans la colonne Z avec les scores de l'indicateur critique qui sont entrés dans la colonne AC. Donc si on reprend encore notre exemple de la ligne 2, nous avons déterminé que la phase de sévérité pour ce ménage était la phase 2,
et nous la comparons à l'indicateur critique. Dans ce cas précis, la phase de l'indicateur critique est de 1. Étant donné que la phase calculée est plus élevée, nous la conservons, nous n'avons pas besoin de remplacer. Si la phase de l'indicateur critique était 3, alors nous aurions fait le override et nous aurions utilisé cette valeur. L'étape suivante, l'étape 5, consiste à estimer le pourcentage de ménages relevant de chaque phase de sévérité. La façon de procéder est de calculer, sur le nombre total de ménages dans le dataset, la proportion de ménages par phase de conditions humanitaires. Dans le tableau, pour le district A, nous avons un total de 10 000 personnes déplacées. La sévérité calculée dans les étapes précédentes pour chaque ménage nous permet de compiler et de montrer la distribution des ménages pour chaque phase de sévérité. On a 16% des ménages déplacés interrogés dans le district A qui sont en phase 1, 21% dans la phase 2, 27% dans la phase 3, 25% dans la phase 4 et 11% dans la phase 5. En passant à nouveau à l'outil d'agrégation Excel pour le scénario A, vous pouvez maintenant voir à quoi ressemble l'étape 5. C'est en fait un tableau croisé dynamique qui résume les milliers de lignes de chaque ménage dans un tableau simple montrant le pourcentage de ménages par classe de sévérité. Une fois que vous avez obtenu le pourcentage et la distribution de la population interrogée par phase de sévérité, l'étape suivante consiste à extrapoler la proportion de l'échantillon à l'ensemble de la population et à estimer le nombre de ménages ou de personnes relevant de chaque phase de sévérité. C'est assez simple, vous multipliez les pourcentages obtenus à l'étape précédente par les chiffres de la population totale pour obtenir le nombre correspondant de personnes relevant de chaque phase de sévérité. En regardant le tableau ici, prenons un exemple. Pour le district A, personnes déplacées. Vous multipliez 27%, qui sont sous phase 3, par le nombre total de déplacés dans le district A, soit 10 000 personnes. Ce qui nous donne 2700 déplacés dans la phase de sévérité 3. Ou encore 2500 en phase de sévérité 4. Pour obtenir le PIN total, vous pouvez additionner le nombre de personnes tombant sous la phase de sévérité 3, 4 et 5. Voilà, ceci conclut l'agrégation pour obtenir le PIN préliminaire pour les scénarios A. Avec deux petites remarques. La première, qui est que si les données échantillonnées avec probabilité ont été utilisées pour l'agrégation, ce qui devrait être le cas, car l'extrapolation à la population totale est fondée sur ce postulat, alors les résultats doivent être présentés conjointement avec le niveau de précision estimé avec lequel les résultats peuvent être généralisés. Par exemple, le niveau de confiance et la marge d'erreur. Ma deuxième remarque est qu'il y a une hypothèse clé ici, qui est que la taille du ménage est relativement homogène au sein de chaque groupe dans une région donnée. Et ça, c'est de sorte à ce que le pourcentage de ménages peut être projeté directement sur le nombre total d'individus. C'est pas parfait, mais c'est good enough. Voilà, alors encore une fois, je switch sur l'outil d'agrégation Excel pour le scénario A pour vous montrer à quoi ressemble l'étape 6. Au milieu, vous pouvez voir l'estimation de la population par classe de sévérité. L'étape suivante consiste à examiner, interpréter et ajuster ces estimations dans le cadre du processus d'analyse conjointe. Plus d'informations sont disponibles dans la section 2.4 de la guidance JAF 1.1. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble l'étape 7 dans l'outil d'agrégation Excel pour le scénario A. Ici, sur le côté droit, vous pouvez voir que nous avons ajouté quelques colonnes au tableau pour montrer les pins sectoriels, les informations concernant l'assistance et aussi les risques et les projections. L'objectif est que l'équipe JAF et les experts sectoriels examinent les informations et fournissent leur meilleure analyse de l'estimation du PIN pour le HNO, qui est ensuite entré dans la colonne Y et les explications dans la colonne Z. La dernière recommandation est que le tableau final indique également
toutes les zones et les groupes qui reçoivent actuellement de l'aide afin de s'assurer que la phase de sévérité actuelle est comprise comme dépendant des niveaux actuels d'aide. L'implication étant que si l'aide actuelle diminuait, la phase de sévérité augmenterait probablement. Voilà, c'est tout pour l'agrégation du scénario A. Il y a 2 documents clés pour le scénario A. Le premier est l'exposé sur la façon dont les méthodes d'agrégation pour le GIAF ont été développées. Et le second est le modèle d'agrégation Excel que j'ai présenté tout au long de cette séquence sur le scénario A. C'est tout pour ce scénario A et fondamentalement c'est assez simple. Je vous souhaite bonne chance pour le mettre en œuvre. Et maintenant, passons au scénario B. Tout d'abord, nous allons voir un aperçu des étapes. Il y en a 8. Et si l'étape 0 est la même que pour le scénario A, le reste du processus est très différent. Donc l'étape 0 est de obtenir les différents datasets au niveau du ménage et au niveau de la zone pour tous les indicateurs inclus dans le GIAF du pays. Ensuite, vous préparez le dataset au niveau de la zone. À l'étape 2, vous calculez le pourcentage de personnes par classe de sévérité pour chaque indicateur, zone géographique ou groupe touché. Une fois que vous avez cela, vous évaluez la classe de sévérité pour chaque indicateur. Ensuite, vous agrégez tous les scores de phase de sévérité des indicateurs dans le pilier conditions humanitaires pour chaque zone géographique ou groupe affecté. Maintenant que vous avez votre score de sévérité, vous checkez s'il y a un score de sévérité d'indicateur critique qui est plus élevé. Nous verrons que s'il est effectivement plus élevé, vous pouvez faire un override du score calculé par le GIAF par le score de l'indicateur critique. Ensuite, à l'étape 6A, vous devez obtenir le nombre minimum de personnes relevant de chaque phase de sévérité. Pour fournir des résultats plus désagrégés en plus de la phase de sévérité des 25% qui ont le plus de besoins, vous pouvez identifier soigneusement les zones de besoins graves dans les zones identifiées. Tout comme dans le scénario A, le tableau final doit signaler les zones et les groupes qui reçoivent actuellement de l'aide afin de s'assurer que la phase de sévérité actuelle est comprise comme dépendant des niveaux actuels d'aide. Enfin, vous examinez, interprétez et ajustez ces estimations dans le cadre du processus d'analyse conjointe. Allez, commençons sur le scénario B, étape 1. Avant de passer à l'étape 0, j'aimerais vous rappeler que la première table, premier feuillet, du modèle d'agrégation du scénario B est README. Ce feuillet contient des instructions détaillées sur l'utilisation du template. Il y a des cas où vous devrez peut-être inclure ou exclure des colonnes et ou modifier des formules pour que tous les calculs fonctionnent correctement. Veuillez donc lire attentivement ces instructions avant de commencer à remplir le modèle. Oups, en fait, étape 0. L'étape 0 consiste à obtenir les datasets sur les ménages et au niveau de la zone pour tous les indicateurs inclus dans le GIAF de votre pays. Ici, ce que vous ferez, c'est préparer et nettoyer les datasets, soit en utilisant un plan de nettoyage des données si vous en avez déjà un, et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser quelque chose de similaire au Quartz Guide to Bad Data. À mon avis, c'est un bon point de départ, ça vous donnera une approche structurée pour nettoyer vos datasets. À ce stade, vous devez également supprimer toute information sur les ménages qui pourrait permettre l'identification des personnes interrogées afin d'assurer un traitement approprié des données. La recommandation finale est qu'une fois qu'ils ont été anonymisés, les datasets doivent être téléchargés sur la plateforme d'échange de données humanitaires, le HDX, à des fins de transparence et pour assurer la reproducibilité des résultats. Alors, nous avons différents outils pour soutenir le scénario B et je voudrais vous montrer le modèle de collecte de données qui est censé être partagé avec les secteurs ou clusters pour documenter les indicateurs et leurs données. Pour chaque indicateur, assurez-vous de documenter le cluster, attribuer un identifiant pour l'indicateur, identifier à quel pilier du GIAF il contribue, indiquer le nom de l'indicateur, ainsi que sa classe, qui est soit magnitude ou degré.
À ce sujet, si vous n'êtes pas familier avec la différence et les particularités des indicateurs de magnitude et de degré, vous pouvez consulter la session sur les indicateurs et la sévérité. Revenons à notre capture d'écran. Ensuite, dans la colonne H, veuillez indiquer si cet indicateur est critique ou non. Ensuite, vous avez les classes de sévérité et ici, vous devez informer les limites, donc les seuils et les plafonds pour chaque classe de sévérité. Enfin, légèrement à droite, veuillez indiquer comment les indicateurs doivent être calculés. Voilà à quoi ressemble Indicator Overview, tel que rempli dans le template d'agrégation des données en prenant l'exemple de l'Afghanistan. La colonne Number, qui est en rouge, est obligatoire. Ce numéro sera utilisé dans les autres feuillets. Et cet exemple, ici, utilise spécifiquement 10 zones géographiques et 12 indicateurs. Et maintenant, commençons avec le processus d'agrégation en tant que tel. La première étape est de préparer le dataset au niveau de la zone. Pour construire le dataset du GIAF, toutes les données doivent être agrégées au niveau de la zone par groupe de population et compilées dans un seul dataset. Chaque valeur d'indicateur doit être recodée pour représenter uniquement le score de sévérité, de 1 à 5. Un champ géographique commun, par exemple admin 0, 1, 2, 3, etc., ou les picodes, devrait être disponible pour chaque indicateur au niveau de la zone afin de faciliter la fusion. Notez que pour le niveau zone, ça vaut la peine d'ajouter un Unique ID ou un SSID pour chaque site ou camp avec les picodes si vous les avez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons le point sur des notions qui ont créé pas mal de maux de tête dans la mise en œuvre du GIAF 1.0 l'année dernière, c'est-à-dire certains niveaux de confusion autour des indicateurs de magnitude et de degré. D'abord, quelques définitions. La magnitude fait référence au nombre de personnes touchées, tandis que l'intensité est le degré de sévérité. Ces termes ne s'excluent pas toujours mutuellement. Dans le GIAF, les indicateurs sont soit au niveau de la zone, soit au niveau des ménages. La distinction la plus importante, en fait, est la façon dont les seuils sont déterminés. Si les seuils d'un indicateur sont établis en fonction de la proportion de personnes qui font partie d'un groupe particulier, alors l'indicateur est fondé sur l'ampleur, peu importe la façon dont il a été recueilli dans le cadre d'une enquête auprès des ménages ou pas. Les indicateurs fondés sur les degrés ont des seuils au niveau des ménages. En fait, tous les indicateurs fondés sur les degrés sont recueillis au niveau du ménage. Mais, par contre, tous les indicateurs recueillis au niveau du ménage ne sont pas fondés sur le degré. Par exemple, l'indicateur examinant la distance par rapport à l'établissement de santé le plus proche établit des seuils basés sur le nombre de personnes vivant à plus d'1 heure de marche de l'établissement le plus proche. Bien que recueilli au niveau des ménages, l'indicateur est en fait un indicateur de magnitude. Plus rarement, et c'est là que ça devient délicat, quelques indicateurs sont basés sur les degrés, donc une intensité, mais ils sont collectés au niveau de l'installation ou de la zone. Pour le moment, ces indicateurs devraient être classés comme magnitude, car ils peuvent être agrégés plus précisément de cette façon. Cette note sur les indicateurs de magnitude et de degré est tout à fait cruciale pour comprendre la méthodologie d'agrégation du scénario B. Ça entre en jeu dès maintenant à l'étape 2. L'étape 2 est que pour chaque indicateur, zone géographique ou groupe touché, vous devez calculer le pourcentage de personnes par classe de sévérité. Il en résulte un dataset agrégé au niveau de la zone, comprenant toutes les données sur les ménages et les zones, mais avec des indicateurs non liés. Alors maintenant, si vous regardez la dernière ligne sur le tableau, vous voyez que l'indicateur de magnitude est différent. Il n'y a pas de désagrégation par phase de sévérité. Pour les indicateurs au niveau de la zone, qui, par définition, s'appliquent à la population totale d'une zone, cela signifie que 100% de la population tombera dans une classe de sévérité en fonction du résultat d'un indicateur donné. Donc sur la dernière ligne, nous examinons la distance d'un établissement de santé, par exemple.
Vous pouvez rechercher cet indicateur dans les templates et vous verrez que l'échelle de sévérité de l'indicateur est la suivante. Classe 1, plus de 80% de la population vit à plus d'une heure d'un centre de santé. Classe 2, entre 75 et 80%. Classe 3, 70-75. Classe 4, 65-70 et classe 5, moins de 65%. Cela signifie que si plus de 80% de la population peut avoir accès à des soins de santé dans un délai d'1 heure de marche, la sévérité de la zone serait de 1. Mais ça ne signifie pas que 100% de la population est de sévérité 1. Il n'est pas réellement possible de calculer la sévérité exacte basée sur les degrés pour ces ménages, mais la proportion vivant à plus de 1 heure de marche de l'établissement de santé est toujours dans le besoin. Pour le moment, alors que nous recherchons une meilleure solution à long terme pour intégrer ces indicateurs au niveau de la zone, nous utiliserons la sévérité calculée fournie par les clusters. Et maintenant, un peu plus d'informations sur ce que nous entendons par les indicateurs liés et indicateurs non liés. Dans le scénario B, soit les informations au niveau des ménages ne sont pas disponibles pour tous les indicateurs sélectionnés, soit différents ménages ont été interrogés dans différentes évaluations et il serait impossible de discerner si les mêmes ménages étaient inclus dans plusieurs évaluations. Par exemple, l'évaluation CAP menée par des indicateurs WASH, ou une évaluation de l'éducation par le cluster éducation, une évaluation des dommages causés aux abris par des acteurs des abris, etc. Dans ce scénario, il est difficile de distinguer si les mêmes personnes sont confrontées à des besoins dans les 3 secteurs ou s'il s'agit simplement de personnes différentes ayant des problèmes différents. Les indicateurs au niveau des ménages sont donc non liés et le pourcentage de la population dans les données qui ont des besoins concomitants est inconnu. C'est le contraire des indicateurs liés du scénario A. Revenons maintenant à l'étape 2 et à quoi ressemble l'utilisation de l'outil d'agrégation des données. Nous sommes sur l'onglet Saisie de données, étape 2, et vous pouvez voir sur les colonnes de gauche les géodonnées, donc admin 1, admin 2, les P-codes et les données de population, qui proviennent des CO10. Ensuite, j'ai mis côte à côte 2 indicateurs pour illustrer comment les indicateurs de magnitude et de degré sont calculés. Tout d'abord, l'indicateur 8. Si vous regardez dans le Indicator Overview tab, vous verrez que l'indicateur 8 est un indicateur de degré. C'est le pourcentage de ménages déclarant le mariage des filles plus tôt que prévu en raison du manque de nourriture ou de revenus au cours des 30 derniers jours. Comme il s'agit d'un indicateur de degré, il permet d'obtenir un degré et de ventiler la population par classe de sévérité. Sur la capture d'écran, vous pouvez voir pour Kaboul, c'est-à-dire la première ligne, que 99% de la population tombe dans la classe de sévérité 1 et que 1% de la population tombe dans la classe de sévérité 4. Maintenant, prenons l'indicateur 9. C'est un indicateur de magnitude, ce qui signifie qu'il fait référence au nombre de personnes qui sont touchées. Disons qu'il correspond au pourcentage de ménages incapables d'obtenir des semences. Dans la colonne AU, nous allons avoir la valeur de l'indicateur. Toujours en regardant la première ligne qui correspond à Kaboul, la façon de la lire est que 38% de la population est incapable d'obtenir des semences et cette proportion de la population correspond à une sévérité 3. Vous remarquerez peut-être que la dernière colonne, le PIN pour l'indicateur 9, n'est pas informée ici. Et je fais une petite parenthèse. Dans le template, il y a des cellules colorées en vert et d'autres qui sont colorées en bleu. Les variables en bleu sont facultatives. Cela signifie que le secteur n'a que à fournir la valeur et la sévérité de son indicateur et des détails sur ses seuils. Le chiffre du PIN demandé sera utilisé pour informer le chiffre maximal du PIN pour tous les indicateurs de l'analyse du GIAF. Ce chiffre aide à éclairer le jugement d'expert dans le calcul final du PIN. Si vous choisissez de laisser le PIN vide, l'indicateur contribuera toujours au calcul de la sévérité
est donc à la base de 25% fourni comme point de départ pour les discussions du PIN, mais il ne contribuera pas à max PIN. Je donnerai plus de détails à ce sujet et j'espère que ça deviendra plus clair un peu plus tard dans la présentation. Pour calculer le PIN, considérez les valeurs de votre indicateur et comment elles peuvent se traduire en besoins. Par exemple, s'il y a 35% des ménages qui sont situés à plus de 1 heure de marche d'un établissement de santé, en supposant bien entendu que les données qui sont disponibles ont été collectées à l'aide de méthodes d'échantillonnage fiables, on peut supposer que 35% de la zone est dans le besoin. Donc le PIN serait déterminé en multipliant la valeur, 35%, par la population du groupe à laquelle il se rapporte. Toutefois, certains indicateurs fondés sur la magnitude ne s'appliquent pas à l'ensemble de la population. Par exemple, les vaccins contre la rougeole nécessitent une couverture minimale de 90%. Donc, si 28% du groupe échantillon n'est pas vacciné, les besoins de ce groupe seront la différence entre le taux réel, dans ce cas 72% sont vaccinés, et le taux souhaité, donc 90%, ce qui équivaut à 18% de personnes dans le besoin. Il peut être utile de considérer ceux qui sont dans le besoin comme ces personnes qui, dans un monde idéal où chaque centime du financement requis est fourni, seraient ciblées pour obtenir de l'aide dans le cadre de programmes liés à cet indicateur précis. Une autre chose importante à noter est que le template a été adapté pour permettre la désagrégation des indicateurs par groupe de population, c'est-à-dire dans la colonne G. Je voudrais souligner que vous n'êtes pas obligé de désagréger vos indicateurs par groupe de population. Il s'agit d'une fonctionnalité facultative du template et elle ne doit être utilisée que si vous jugez nécessaire de désagréger les indicateurs par groupe de population et qu'ils s'excluent mutuellement. Vous devrez entrer la taille de la population dans la colonne Population et Tous ou All dans la colonne Groupe au cas où la désagrégation des indicateurs par groupe de population ne s'applique pas à votre contexte. Enfin, veuillez noter que l'ID dans la colonne A est obligatoire et est un des champs très importants parce qu'il sera utilisé pour extraire les données de ces feuillets dans toutes les étapes suivantes. Cette ID est également utilisée dans les formules. Comme mentionné précédemment, ce modèle est adapté pour la désagrégation des indicateurs par groupe de population. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un exemple d'utilisation du template avec 3 groupes de population différents, les personnes déplacées ou IDPs, communautés d'accueil, host, et migrants. Dans le cas où vous avez 3 groupes de population, vous devez ajouter une ligne par combinaison de zones géographiques et de groupes de population. La combinaison de niveaux administratifs et de groupes de population a un ID différent. Dans l'exemple ici, nous avons Kaboul qui apparaît donc 3 fois en combinaison avec les personnes déplacées, les groupes d'accueil et de migrants, et pour chaque combinaison, nous avons un ID différent. ID 1, ID 11 et ID 21. Dernier point important à noter ici, c'est qu'il peut arriver qu'un groupe de population donné ne soit pas présent dans toutes les zones administratives. Dans un tel cas, vous n'avez pas besoin d'ajouter des données d'indicateurs pour les zones administratives où le groupe de population n'est pas présent. Et maintenant, revenons à l'étape 3. Une fois que vous avez calculé le pourcentage de personnes par sévérité pour les indicateurs de degré, et que vous avez identifié la proportion de personnes tombant dans une phase de sévérité pour les indicateurs de magnitude, l'étape suivante consiste à déterminer la classe de sévérité pour chaque indicateur. Pour chaque région géographique groupe de population et chaque indicateur spécifique au niveau du ménage dans le dataset, appliquez une règle des 25%. Dans la première ligne du tableau, par exemple, il y a 11% des déplacés internes dans le district A qui présentent une sévérité de phase 5 sur l'indicateur des sources d'eau. 11% est inférieur à 25%, donc le seuil de définition de la classe n'est pas encore atteint.
Vous allez donc une cellule à gauche et en ajoutant la cohorte de 25% qui représente une sévérité de phase 4, ça donne un pourcentage cumulé de la population de 36%. Okay, les 11% plus les 25% est égal à 36%. Donc on atteint et on surpasse le fameux seuil des 25%. La zone géographique et groupe de population est donc classée comme 4. En regardant la deuxième ligne, nous pouvons répéter l'exercice. Vous commencez à partir de la classe 5, où on a 6% de la population. 6%, c'est moins que 25%, donc nous continuons à la classe 4, où nous avons 11% de la population. Les valeurs de la classe 5 et de la classe 4 sont de 6% et 11%, total 17%, ce qui n'atteint toujours pas le seuil de 25%. On continue donc vers la classe 3. Nous avons 37% de la population dans la classe 3. Et vous ajoutez le pourcentage cumulé de 17% qu'on avait déjà avant, et ça vous donne 54%. Donc là, on dépasse le fameux seuil de 25%, ce qui signifie que vous attribuez une sévérité 3 pour cet indicateur. Pour les indicateurs de zone, cette fois-ci, qui sont fondés sur la magnitude, donc là, regardez la toute dernière ligne, leurs seuils définis permettront de convertir leurs valeurs en une classification de sévérité pour chaque zone géographique. Donc, si vous regardez la dernière ligne du tableau, vous voyez que la classe de sévérité était déjà informée et que nous avions une classe de sévérité. En d'autres termes, si la phase de sévérité est de 2 ou plus, la population minimale dans cette zone... je reprends. Donc, pour les indicateurs de zone, comme ils sont fondés sur la magnitude, leurs seuils définis permettront de convertir leurs valeurs en une classification de sévérité pour chaque zone géographique. En fait, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que si la phase de sévérité est de 2 ou plus, la population minimale dans cette phase de sévérité ou plus est de 25%. L'autre cas de figure, c'est que si la phase de sévérité est de 1, nous supposons qu'au moins 75% de la population est classée sous la sévérité 1, car les besoins combinés de tous les autres niveaux de sévérité sont présumés inférieurs à 25%. Juste un petit mot sur la règle des 25% et pourquoi on a choisi 25 et pas 10, 15, 20 ou 30. 25% est la valeur qui a été sélectionnée après avoir testé des seuils de 10, 15, 20, 25 et 30% sur 10 000 datasets simulés avec différentes distributions, en utilisant des distributions uniformes, des distributions normales, des distributions de poissons, etc. Le seuil de 25% était le plus susceptible d'obtenir le même résultat final que ceux obtenus à partir de la méthode d'agrégation du scénario A. Et pour être précis, c'est identique à 83% des 10 000 comparaisons. Dans l'outil d'agrégation, il s'agit de la table 4, données longues ou long data. Une fois les étapes 2 et 3 finalisées et les identifiants attribués aux indicateurs et aux zones administratives, vous pouvez commencer à remplir ce tableau. Dans étape 4, Long Data, vous devez remplir l'ID pour chaque niveau administratif. Dès que vous entrez l'ID, les informations de localisation seront renseignées. La colonne Numéro de l'indicateur est également obligatoire et dès que vous entrez le numéro de l'indicateur, toutes les informations relatives à celui-ci seront cascadées. La colonne en rouge, Admin Indicator Key, sera générée automatiquement. Veuillez ne pas supprimer cette colonne car elle sera utilisée dans les prochaines étapes et dans les formules pour les calculs. Pour vous donner un exemple, vous pouvez voir que l'IT, donc de 1 à 10, se répète à chaque fois pour chaque indicateur 1 et 2.
Comme à l'étape précédente, si vous avez plusieurs groupes de population, vous allez devoir répéter chaque indicateur pour chaque groupe de population, pour chaque zone administrative. Dans cet exemple, l'indicateur 1 est répété pour les déplacés internes, les populations hautes et les migrants pour chaque zone administrative. Donc, passons maintenant à l'étape 4, qui consiste à agréger tous les scores de phase de sévérité des indicateurs du pilier conditions humanitaires pour chaque zone géographique et groupe affecté. La méthode d'agrégation recommandée est la moyenne de max 50% des indicateurs, s'il y a plus de 4 indicateurs, donc ce qui est la majorité du temps, et simplement la moyenne s'il y a moins de 4 indicateurs. Pour chaque zone, la moyenne de max 50% renvoie la moyenne des indicateurs qui ont les scores les plus élevés en se concentrant uniquement sur 50% des indicateurs qui ont les scores les plus élevés. Petit aparté, cela provient des tests des méthodes d'agrégation où il a été conclu que les moyennes, médianes, sommes pondérées, etc., tant géométriques qu'arithmétiques, souffrent de tendances générales, ce qui signifie que les scores de sévérité sont tirés vers le bas, plus d'indicateurs sont inclus dans le modèle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un ménage peut alors avoir des résultats de besoins très graves sur certains indicateurs, mais ne sera pas identifié comme ayant un besoin sévère s'il se trouve avoir de faibles scores de sévérité sur certains indicateurs. Et la probabilité que ça se produise augmente avec le nombre d'indicateurs qui sont dans le modèle d'agrégation. N'oubliez pas que nous avons donc 123 indicateurs dans le tableau de référence des indicateurs, y compris 97 qui sont dans le pilier des conditions humanitaires. Donc il y a un risque réel, bien que pour être honnête, je ne pense pas avoir vu de GIAF avait plus de 40 indicateurs. Mais bon, quoi qu'il en soit, 40 indicateurs déclencheraient déjà le biais de tendance centrale, peu importe. Cette tendance peut toutefois être évitée en appliquant la moyenne médiane, etc., en utilisant uniquement les indicateurs les plus sévères de chaque ménage. Tant qu'une échelle absolue a été utilisée pour tous les indicateurs, ça devrait donner une estimation précise de la sévérité globale à laquelle le ménage est confronté. Voici à quoi ça ressemble dans le modèle d'agrégation sur l'onglet étape 5, sévérité, et vous pouvez voir à la ligne 2 que j'ai mis en évidence les numéros des indicateurs. Rappelez-vous que sur le Indicator Overview, il y avait un numéro d'identification unique pour chaque indicateur, et c'est là que ça vient jouer. Maintenant, regardez dans la cellule U2, vous pouvez voir que le titre de la colonne est « Moyenne de max 50%. Ce que vous voyez ici, ce sont les indicateurs 8 à 12. L'écran est trop petit pour afficher tous les 12 indicateurs. Et la colonne U renvoie la moyenne des 6 indicateurs sur les 12 qui ont les scores de sévérité les plus élevés. La formule utilisée est visible dans la barre de formule. Pour que cette étape fonctionne correctement, vous devez suivre les instructions qui sont spécifiées dans la toute première feuille du template README. Alors, une fois que vous avez calculé votre sévérité, l'étape suivante consiste à savoir si le score de sévérité de n'importe quel indicateur critique est supérieur à la classification de la phase de sévérité GIAF pour un groupe ou une zone géographique. Si c'est le cas, remplacez le score de conditions humanitaires qui a été calculé par le score de l'indicateur critique. Alors pour plus d'informations sur les indicateurs critiques, je vous suggère de regarder le module approfondi sur les indicateurs et la sévérité, et plus particulièrement les diapositives 23 et 24. En bref, des indicateurs critiques ont été identifiés plus tôt dans le processus GIAF. Et ces indicateurs signifient une situation qui est particulièrement préoccupante, mettant la vie en danger. Et donc, on devrait utiliser ces indicateurs pour l'emporter sur le score agrégé, afin d'éviter que les besoins graves ne soient cachés par les autres indicateurs au moment de l'agrégation. Pour en revenir au modèle d'agrégation, vous pouvez voir dans la colonne U notre score de sévérité calculé, puis dans la colonne V, vous avez en violet un indicateur critique, qui dans ce cas est le IPC ou le cadre harmonisé.
Si le cadre harmonisé ou IPC est disponible dans votre pays, ce sera toujours un indicateur critique. Maintenant, en regardant la ligne 1 pour Kaboul, la sévérité calculée est de 2. Par contre, la sévérité de l'IPC ou du cadre harmonisé pour Kaboul est de 3, ce qui est donc une phase ou classe de sévérité plus élevée. Et nous allons donc remplacer le score de sévérité calculé par le score de l'indicateur critique. Ici, nous allons donc le changer de 2 à 3. Cela se fait dans la colonne AP, donc sévérité corrigée, pour Critical Max. Pour Kaboul, nous avons maintenant donc une phase de sévérité 3. Veuillez noter que si vous avez des indicateurs désagrégés par groupe de population, vous devrez remplir la colonne ID avec les mêmes ID utilisés qu'à l'étape 2. Pour que cette étape fonctionne correctement, vous devrez suivre les instructions qui sont spécifiées dans la table README du template du calcul pour les scénarios B. Voilà, c'est tout pour la phase de sévérité. L'étape suivante consiste à dériver et estimer le nombre de minimum de personnes tombant sous chaque phase de sévérité. Alors, étant donné que la règle des 25% a été utilisée pour obtenir les phases de sévérité de la zone et du groupe touché, d'une part, et que la combinaison de la règle des 25% et de la méthode d'agrégation moyenne des indicateurs max a permis de prédire avec une incidence relativement précise les indicateurs qui coïncident, alors 25% peut être utilisé pour multiplier les chiffres de la population totale afin d'estimer le nombre de personnes minimales qui se situent dans chaque phase de sévérité. Par exemple, pour les personnes déplacées dans le district A dans le tableau, la population totale de déplacés dans le district A est 10 000. Le calcul serait donc de 25% fois 10 000 est égal à 2 500. Pour les résidents du district A, ce serait 50 000 multiplié par 25 est égal à 12 500, etc., etc. En d'autres termes, deux choses. 1. Si la phase de sévérité est de 2 ou plus, la population minimale dans cette phase de sévérité ou plus est de 25%. Et deuxièmement, si la phase de sévérité est de 1, nous supposons qu'au moins 75% de la population est classée sous la sévérité 1, car les besoins combinés de tous les autres niveaux de sévérité sont présumés inférieurs à 25%. Alors voilà, vous avez maintenant le nombre minimum de personnes qui tombent sous chaque phase de sévérité. Mais vous pouvez aller un peu plus loin dans l'analyse et analyser des résultats plus désagrégés en plus de la phase de sévérité des 25% les plus nécessiteux en identifiant soigneusement les poches de besoins graves dans les zones ou par groupe de population. Vous pouvez utiliser d'autres informations telles que le PIN maximum entre les indicateurs et ça vous permettrait de potentiellement réviser votre estimation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le jugement des experts sectoriels et contextuels et finaliser votre PIN qui deviendra ultimement l'estimation du PIN pour le HNO. Juste une petite note sur les indicateurs critiques et le PIN. Alors que les indicateurs critiques peuvent être utilisés comme source unique pour override le niveau de sévérité intersectorielle pour une zone donnée, il n'en va absolument pas de même pour la définition du PIN intersectoriel. En fait, le PIN serait défini sur la base du jugement d'experts en tenant compte non seulement des indicateurs critiques, mais aussi d'un plus large éventail d'indicateurs sectoriels. Donc, par conséquent, le PIN intersectoriel ne doit pas être inférieur à la valeur des indicateurs critiques dans une zone donnée, mais pourrait être plus élevé. En regardant le tableau dans le modèle d'agrégation, sur l'onglet pour l'étape 6, PIN, vous pouvez voir que les colonnes K et L sont encadrées en rouge. La colonne K est le minimum de personnes dans la classe de sévérité identifiée ou plus, et la colonne L est l'estimation du PIN GIAF basé sur les calculs. Dans cette étape,
il vous suffit de remplir l'ID et tout le reste des données sera rempli automatiquement, y compris le calcul du PIN. Pour ceux qui travaillent avec des indicateurs désagrégés par groupe de population, veuillez noter que vous devez remplir les identifiants de l'EDAP 2 ici et le PIN sera calculé séparément pour chaque groupe de population en tenant compte de la gravité calculée pour chaque groupe spécifique. Dans l'étape 7, le tableau final doit également signaler les zones et les groupes qui reçoivent actuellement de l'aide, afin de s'assurer que la phase de sévérité actuelle est comprise comme dépendant des niveaux actuels d'aide. L'application étant que si l'aide actuelle diminuait, la phase de sévérité augmenterait probablement, en supposant que les besoins et ou la situation restent les mêmes. Voilà, ça marque la fin de l'agrégation automatisée pour produire des calculs initiaux estimés du PIN, produire donc le PIN préliminaire. L'étape suivante et finale consiste à appliquer le jugement des experts, sectoriels et contextuels, et à finaliser l'estimation. Alors en d'autres termes, l'étape 8 consiste à revoir, visualiser, interpréter et ajuster ces estimations dans le cadre d'un processus d'analyse conjointe. Pour encourager les équipes de chaque pays à mener cette analyse conjointe et à finaliser l'estimation du PIN, nous l'avons hardcodé dans l'outil d'agrégation des données. Si vous allez sur l'onglet PIN, donc l'étape 6, vous voyez toujours l'estimation du PIN GIAF dans la colonne L, puis nous avons ajouté quelques informations supplémentaires qui pourraient et devraient être prises en compte lorsque vous finalisez votre PIN. À titre d'exemple, ce que nous avons ajouté est le PIN maximum pour tous les indicateurs dans la colonne M et le PIN maximum par secteur dans la colonne N. Nous avons également des colonnes pour le nombre de personnes rapatriées, etc. Vous pouvez ajouter ou supprimer les informations pertinentes spécifiquement à votre pays. Ces informations sont destinées à vous aider à revoir le PIN estimé par la méthodologie GIAF. Grâce au Expert Judgment, vous pourriez vous mettre d'accord pour modifier ce chiffre et le refléter dans la colonne T, qui est votre PIN final pour le HNO. Si vous modifiez le PIN, ce serait génial si vous pouviez le documenter. Pour encourager les équipes de pays à mener cette analyse conjointe et à finaliser l'estimation du PIN, nous l'avons hard-codé dans l'outil d'agrégation des données. Donc si vous allez sur l'onglet PIN de l'étape 6, vous voyez toujours l'estimation du PIN GIAF dans la colonne J, puis nous avons ajouté quelques informations supplémentaires qui pourraient et devraient être prises en compte lorsque vous finalisez votre PIN. Donc à titre d'exemple, ce que nous avons ajouté est le PIN max pour tous les indicateurs dans la colonne K, le PIN max par secteur dans la colonne L, etc. Nous avons également des colonnes pour le nombre de personnes déplacées, de rapatriés, etc. Vous pouvez ajouter ou supprimer les informations pertinentes pour votre pays. Et ces informations sont destinées à vous aider à revoir le PIN tel que calculé par la méthodologie GIAF. Donc, grâce au Expert Judgment, vous pourriez vous mettre d'accord pour modifier le chiffre calculé et vous refléter cette discussion et votre accord dans la colonne T, qui donc devient votre PIN pour le HNO final. Si vous modifiez le PIN tel qu'il est dans la colonne T, ce serait vraiment chouette de le documenter. Il y a 3 documents clés. Le premier que j'ai mentionné d'ailleurs est l'exposé sur la manière dont les méthodes d'agrégation pour le GIAF ont été élaborées. Le second et le troisième sont les outils, les compagnons pour la mise en œuvre du scénario B. Donc le premier, c'est le Data Collection Template, qui est le modèle pour collecter les données des clusters pour l'agrégation. Et le second, donc, est le Aggregation Template en lui-même, qui fournit le modèle et un guide étape par étape pour l'agrégation pour le scénario B. Enfin,
quelques liens de plus. Tout d'abord, le paquet de facilitation HPC 2022, dont le GIAF 1.1 fait partie. Deuxièmement, deux infos. Il y a un helpdesk GIAF, c'est-à-dire une plateforme interagence où vous pouvez nous joindre en utilisant l'email giafhelpdesk@gmail.com si vous rencontrez des difficultés d'interprétation au niveau de votre pays. Enfin, nous avons un nouveau site web, giaf.info, et c'est là que nous publierons tous nouveaux documents et ressources supplémentaires. Ceci conclut la session approfondie sur l'agrégation et le PIN. Restez à l'écoute pour les autres sessions.